parler, pour parler des actualités réglementaires et pour apporter des réponses aux questions que vous nous posez via Amélie Pro. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Cédric, qui est pharmacien conseil régional, Caroline, qui est pharmacien conseil dans le Rhône, Karine, pharmacien conseil dans l'Isère, Marlène, pharmacien conseil en Savoie, et moi-même, Colombe, qui suis pharmacien dans la Haute-Savoie. Donc, nous allons démarrer tout de suite avec les actualités réglementaires. Donc, j'attire votre attention sur le fait que les informations que nous donnons aujourd'hui dans ce webinaire, elles sont valables à l'instant T, car la réglementation, comme vous savez, elle évolue très rapidement. Donc, voilà, je vous demande d'être vigilant par rapport à ça. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est la carte vitale contre tiers payant. Et nous allons faire un focus sur l'application carte vitale. Donc, face au risque accru de trafic de médicaments et pour limiter les risques lors de la délivrance, les parties conventionnelles ont convenu de renforcer l'utilisation de la carte vitale. À l'issue de cette décision, l'assurance signe au mois de juin. Donc, cette communication nationale, elle a pour objectif de vous inciter à recourir davantage à des facturations sécurisées avec la carte vitale ou l'application carte vitale pour limiter les risques de détournement. Donc, l'utilisation de cette carte vitale dans l'exercice du tiers payant, elle doit être systématisée. Les médicaments qui sont fortement concernés par cette mesure, ce sont les médicaments onéreux qui ont un prix supérieur à 300 euros, les médicaments à fort risque de trafic, comme les stupéfiants ou les AGLP1, et les médicaments à fort risque de mésusage, comme la prégabaline, les hypnotiques ou les anxiolytiques. Il y a bien évidemment des exceptions à cette mesure, donc les personnes qui bénéficient de l'aide médicale d'État, les nourrissons de moins de 3 mois et les patients en EHPAD. Concernant l'application carte vitale, donc elle est désormais accessible à toutes les personnes qui possèdent une carte nationale d'identité. Cette application, c'est un outil numérique qui est facile d'accès, qui est simple d'utilisation et qui est accessible depuis n'importe quel smartphone. Cette application, elle permet aussi de sécuriser la facturation grâce à la mise à jour automatique des droits de l'assuré. Et à l'avenir, l'assurance maladie complémentaire viendra s'ajouter sur cette application à l'assurance maladie obligatoire. Nous allons maintenant aborder la substitution par les biosimilaires et je passe la parole à Marlène. Merci Colombe, bonjour à tous. Alors, concernant les biosimilaires, sur cette diapositive, on vous rappelle les 9 groupes biologiques similaires pour lesquels le pharmacien a le droit de substitution. Vous retrouvez bien sûr cela sur le site de l'Omédit Île-de-France. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'attarder sur 2 groupes biologiques substituables qui sont donc le ranibizumab et le teriparatide. Sur la diapositive suivante, vous allez trouver, à titre d'information, le taux de pénétration pour le premier semestre 2025 des 9 groupes biologiques substituables. Et sur la diapositive suivante, vous retrouvez donc cela illustré sous forme de graphique. On voit bien que pour certains groupes biosimilaires, on a une substitution qui est déjà bien installée. C'est le cas par exemple de l'érythropoïétine. On a des groupes biologiques pour lesquels on voit qu'on a une croissance de la substitution. C'est le cas de l'énoxaparine que vous voyez en violet sur cette diapositive. Et puis, on s'aperçoit qu'on a un groupe pour lequel on a plus de mal à faire pénétrer la substitution en biosimilaire, et c'est le groupe ranibizumab. Alors, pour du coup rentrer dans le détail donc du ranibizumab, on a des informations sur ce groupe biologique. La première chose, c'est on se rend compte que un des freins à la pénétration du biosimilaire ranibizumab, c'est le fait que Ranivisio soit actuellement disponible sous forme de flacon. Et on se rend compte par rapport à la forme seringue pré-remplie que c'est un frein à l'utilisation par les professionnels.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que très prochainement, le Ranivisio devrait être disponible donc en seringue pré-remplie, ce qui permettrait donc de lever ce frein dû à la forme. Le laboratoire annonce à ce jour une commercialisation prochaine donc pour le 9 octobre 2025. Et la deuxième information sur ce groupe biologique ranibizumab, c'est la nouveauté, donc un nouveau biosimilaire d'Eleia qui va être mis à disposition sous le nom de Afclear. Et le prix annoncé est à 389,23 euros contre pour l'Eleia 549,85 euros. Et vous retrouvez avec donc les arrêtés de prise en charge publiés au journal officiel. Pour vous donner un peu plus d'informations sur le Lucentis, sachez qu'à l'assurance maladie, donc on travaille sur la pénétration du biosimilaire via notre plan d'action régional. À ce jour, avec les chiffres du premier semestre 2025, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une pénétration qui est seulement de 14% sur les biosimilaires du Lucentis. Et je vous rappelle qu'un objectif avait été fixé à 80%. Cet objectif de 80% permettrait bien sûr au niveau annuel des économies de plusieurs millions d'euros. Donc, on a mené une action afin d'améliorer la pénétration de ce biosimilaire et de convaincre les prescripteurs de faire les prescriptions en biosimilaire. Donc, sachez qu'on a fait une campagne au sein des caisses primaires d'assurance maladie avec l'envoi de courriers de sensibilisation. Et ces courriers ont été envoyés à 3 cibles qui sont donc à la fois les patients qui ont bénéficié d'une délivrance, mais aussi les ophtalmologues libéraux qui ont prescrit le Lucentis et les pharmaciens qui ont délivré du Lucentis. Et enfin, un dernier focus donc sur le teriparatide Forsteo. Pour rappel, vous savez, le Forsteo, c'est le seul bioréférent, donc médicament biologique, qui dispose à la fois d'un biosimilaire et d'un médicament générique avec une synthèse chimique. Et vous avez une différence de prix donc qui est plus importante entre le bioréférent et le générique qu'entre le bioréférent et le biosimilaire. Ça, c'est plutôt logique. Et on se rend compte donc qu'on a une diminution importante de prescription du bioréférent. Vous voyez une baisse de 41% sur le premier semestre 2025. Et cela au profit, bien sûr, d'une augmentation significative de la prescription du générique, avec une augmentation de 11% sur le premier semestre 2025. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et je vous rappelle que du coup, pour le groupe biologique teriparatide, puisqu'il y a un médicament générique qui existe, ici, l'application du dispositif tiers payant contre générique est valable. Et je passe la main à Karine. Merci Marlène. Bonjour à tous. Parmi les sujets d'actualité, nous souhaitions évoquer les hybrides pour lesquels des nouveaux textes sont parus. Donc, pour rappel, une spécialité hybride se distingue d'une spécialité générique parce qu'elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences concernant les indications thérapeutiques, le dosage, la forme pharmaceutique ou la voie d'administration, ou bien lorsque la bioéquivalence n'a pas pu être démontrée par des études de biodisponibilité. Donc, un groupe hybride est représenté par le regroupement d'une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. La substitution peut s'exercer au sein d'un même groupe hybride, sous réserve qu'elle n'ait pas été exclue par le prescripteur. En effet, celui-ci peut l'exclure en portant sur l'ordonnance une mention expresse et justifiée dans les situations suivantes, soit chez l'enfant de moins de 6 ans avec la mention EFG, soit en cas de contre-indication formelle et démontrée avec la mention CIF. Le pharmacien doit informer le patient lorsqu'il délivre une spécialité hybride. Il doit l'inscrire sur l'ordonnance. Alors, les intérêts des hybrides sont multiples. Ils représentent tout d'abord une alternative utile pour les patients qui peuvent avoir une préférence pour une forme galénique ou bien une voie d'administration. Ils permettent de limiter la rupture de stock en proposant une offre thérapeutique plus large. Et ils permettent enfin de générer des économies pour notre système de soins.
Donc, le premier arrêté qui a été pris pour les hybrides date d'avril 2022. Il fixe la liste des classes de médicaments inscrits au registre des groupes hybrides. Et jusqu'à récemment, seules 2 classes de médicaments étaient concernées. Donc, il s'agissait des classes ATC suivantes, donc R03A et R03B, qui correspondent aux médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires adrénergiques en inhalation et d'autres médicaments en inhalation. Donc, il est à noter que depuis la signature de l'avenant 1 de la Convention nationale des pharmaciens, les hybrides sont intégrés dans l'un des indicateurs de la ROSP Bon usage des produits de santé. Donc, il s'agit de l'indicateur taux de pénétration des médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires. Donc, il est intéressant pour le pharmacien d'intégrer dans ses pratiques la substitution par les hybrides. Alors concrètement, les spécialités de référence pour lesquelles des spécialités hybrides ont été mises sur le marché à ce jour sont les suivantes. Donc Innover, les Flixotides, Spiriva, les sérétides à différents dosages et les sérétides discus. Donc vous pouvez trouver toutes les informations concernant les hybrides sur le site de la NSM. Car en effet, à côté du répertoire des médicaments génériques et de la liste de référence des groupes biologiques similaires, nous trouvons le registre des groupes hybrides qui donne de nombreuses informations. Donc, dans l'exemple du céréstide discus, on retrouve en première place dans le tableau la spécialité de référence et ensuite les spécialités hybrides. Et dans les différentes colonnes d'une lecture rapide, vous pouvez voir la nature des différences constatées et la présence éventuelle d'excipients à effet notoire. Et enfin, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée. Alors, ces spécialités hybrides vont se déployer à l'avenir puisqu'un nouvel arrêté a été pris le 13 juin 2025, un arrêté modifiant l'arrêté de 2022. Ce nouvel arrêté nous indique donc une liste de 9 classes de médicaments pouvant faire l'objet de nouveaux groupes inscrits au registre des groupes hybrides. Par exemple, on va trouver la classe des antifongiques à usage topique, la classe des antiseptiques, la classe des préparations pour la gorge, etc. Donc, ceci ouvre en fait la possibilité que dans les années à venir, de nouvelles molécules relevant de ces classes puissent être retenues comme cibles hybrides pour la ROSP. Mais à ce jour, aucune spécialité n'est encore inscrite à ces 9 nouveaux groupes hybrides. Je passe maintenant la main à Caroline pour la vaccination. Bonjour à tous. Alors, en ce qui concerne les campagnes de vaccination saisonnières, on va commencer par la campagne de vaccination contre le VRS 2025-2026. Alors, à savoir que cette campagne, elle a démarré le 1er septembre et elle court jusqu'à fin janvier 2026. Cette campagne, elle vise 2 types de populations, à la fois les nourrissons en allant jusqu'aux enfants de 2 ans et également les personnes âgées. Alors, sur cette slide, on peut voir en fait l'ensemble les différentes stratégies de prévention en fonction de l'âge de l'enfant et pour lesquelles l'assurance maladie va prendre en charge le traitement. À gauche de la slide, ça fait référence aux enfants dont la naissance est prévue pendant la campagne actuelle, c'est-à-dire entre le 1er septembre et janvier 2026. Donc là où on voit 2 stratégies de prévention, soit la vaccination par Abrysvo de la maman au cours de son 8e mois de grossesse, ou alors l'injection du Beyfortus à la naissance du bébé, donc soit directement à la maternité, soit en sortie de maternité. À droite, ça concerne les enfants qui sont nés avant la campagne, avant le lancement de la campagne, voire même entre les 2 campagnes, dont la campagne précédente, donc c'est-à-dire du 1er février 2025 au 31 août 2025, où là, ce sont des enfants qui vont être exposés à la première saison de circulation du VRS et pour laquelle l'assurance maladie prend en charge l'injection du Beyfortus.
Et actualité réglementaire qui date de cette semaine, puisque le JO est paru, a été publié le 28 septembre de cette semaine, et donc où l'assurance maladie donc prend en charge également les enfants jusqu'à 24 mois qui vont être exposés à leur deuxième saison de circulation du VRS et qui demeurent vulnérables. Donc voilà, donc le B-Fortus dans ce cadre-là est bien pris en charge par l'assurance maladie. Pour information, j'ai pas cité le Synagis parce qu'il concerne pas en fait l'officine de ville, donc c'est normal qu'il est pas répertorié ici. Deuxième population concernée par cette campagne, ce sont les personnes âgées, où là, en fait, on a deux vaccins disponibles en ville. Donc, on a Abrysvo, qui est disponible, enfin, qui a l'indication pour les personnes âgées, mais qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc là, j'ai rappelé l'arrêté de prise en charge qui mentionne bien que c'est pris en charge uniquement chez les femmes enceintes pour protéger le bébé et non pas chez les personnes âgées. Et le deuxième vaccin qui est commercialisé et disponible en ville, c'était Arexvy, mais il est également pas pris en charge en ville. Il est uniquement remboursé dans le milieu hospitalier. Voilà. Donc je passe la parole à Colombe qui va vous parler de la campagne de vaccination grippe Covid. Merci Caroline. Donc, cette campagne donc, conjointe grippe et Covid 2025-2026, elle va démarrer au 14 octobre et elle va se terminer au 31 janvier. Donc, il est recommandé de co-administrer ces deux vaccins en simultané avec deux sites d'injection différents. Donc, c'est l'HAS qui recommande les populations cibles. Donc, ce sont les personnes qui sont particulièrement exposées au risque de complications graves de la grippe ou du Covid-19. Donc, vous pouvez retrouver cette liste de populations éligibles dans le calendrier vaccinal qui est publié par le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins. Donc, petit rappel sur les vaccins grippe qui sont disponibles en officine. Donc, vous avez les vaccins trivalents qui sont utilisables dès 6 mois. Donc, on a le Flucelvax, l'Influvax et le Vaxigrippe. Et donc, la nouveauté de cette saison, c'est donc le vaccin trivalent à haute dose qui revient sur le marché et qui est recommandé pour les 65 ans et plus. Et donc, vous avez deux molécules, enfin deux vaccins, les Fluelda et le Fluad. Pour le vaccin Covid, un seul type de vaccin à ARN messager qui sera utilisé, c'est le Comirnaty. Il existe 3 dosages selon l'âge. Donc vous avez un dosage pour l'adulte, un dosage pédiatrique et un dosage pour les nourrissons. Donc petit rappel sur la prise en charge. Donc sur la vaccination grippe, vous avez une prise en charge à 100% par l'assurance maladie pour toutes les personnes qui sont ciblées. Donc ce sont les personnes qui ont un bon de prise en charge, soit qu'ils l'ont reçu chez eux, soit c'est vous qui l'avez édité à la pharmacie. Vous avez une prise en charge à 65% pour les enfants de 2 à 17 ans sans comorbidité. Le reste pourra être pris en charge par l'assurance maladie complémentaire. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de prise en charge de la vaccination grippe pour les personnes qui ne sont pas ciblées. Pour la vaccination Covid, elle est prise en charge à 100% pour tous, même pour les personnes qui ne font pas partie de la cible, mais qui souhaitent quand même se faire vacciner. Petit rappel sur la facturation de l'acte. Donc pour la grippe, c'est le code acte VGP qui est au tarif de 7,50 €. Son remboursement est de 100% pour les patients en ALD et les femmes enceintes et il est de 70% pour les autres personnes ciblées. Et sur la vaccination Covid, le code acte c'est INJ qui est au même tarif de 7,50 € et là le taux de remboursement de l'acte est de 70%. Maintenant, nous allons faire un petit point sur une actualité LPP avec les nouveaux capteurs Freestyle, donc le Freestyle 2+ et le Select. Donc, on a essayé de vous faire un tableau récapitulatif. Donc, les éléments essentiels à retenir, c'est que les capteurs 2+ et le Select, ils ont maintenant une durée de vie de 15 jours, ce qui veut dire que l'assurance maladie va prendre en charge 24 capteurs par an, ce qui était de 26 capteurs pour les anciens Libre 2. Donc voilà, je vous inviterai à faire attention lors de la délivrance. Ensuite, ces deux capteurs, ils vont pouvoir être utilisés à partir de 2 ans. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée pour les enfants. Ensuite, les capteurs Libre 2+,
Ils vont être utilisés avec le lecteur Freestyle Libre 2. La mesure du glucose interstitiel est une mesure flash et la transmission des données se fait en scannant le capteur. Pour les capteurs libres Select, il sera à utiliser avec le lecteur Freestyle Libre 3. La mesure du glucose interstitiel donc se fait en continu et la transmission des données se fera par Bluetooth. Ensuite, concernant les modalités de prescription et de renouvellement. Donc, pour les patients diabétiques de type 1 ou 2 qui sont traités par insulinothérapie intensifiée, donc à partir de 2 ans, la prescription initiale se fera par un diabétologue ou par un pédiatre qui est expérimenté en diabétologie. Pour les patients diabétiques de type 2 traités par insulinothérapie non intensifiée et dont l'équilibre glycémique n'est pas atteint, cette prescription initiale pourra être faite par un médecin généraliste ou un diabétologue ou un pédiatre expérimenté en diabéto. Et donc le renouvellement de ces capteurs peut se faire par tout médecin. Donc, sur la dernière ligne de ce tableau, nous vous avons mis les codes LPP de ces nouveaux capteurs Freestyle. Et vous pouvez voir qu'ils sont tous les deux au même prix, donc de 43,15 €. Et donc, c'est un peu plus que les capteurs Freestyle 2. Maintenant, je vais vous faire un rappel des conditions d'élimination et de recyclage de ces capteurs. Donc, le recyclage des capteurs, vous pouvez les insérer dans une enveloppe à bulles préaffranchie que vous pouvez avoir gratuitement par le laboratoire Abbott. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien que nous vous avons mis dans le diaporama pour demander cette enveloppe. Cette enveloppe, elle pourra contenir votre consommation annuelle en capteur et donc vous aurez juste à l'envoyer une fois par an par la poste. Et donc, par contre, l'applicateur du capteur, lui, il doit être éliminé dans les boîtes de recyclage d'Astrid, comme vous avez l'habitude de faire. Ensuite, quelques infos. Donc, pour autoriser la délivrance et pour que la prise en charge des capteurs Freestyle Libre 2+ soit faite, il faut bien avoir des prescriptions qui mentionnent le nom entier. Donc, comme vous l'avez compris, une prescription de Freestyle Libre 2 ne pourra pas entraîner la délivrance des capteurs 2+. En cas de panne du lecteur ou d'un capteur, donc les patients peuvent demander un remplacement gratuit de leur appareil ou de leur capteur directement auprès du laboratoire. En cas de capteur défectueux et dans des mesures d'urgence, bien évidemment, vous pouvez rappeler à vos patients qu'ils peuvent toujours utiliser les bandelettes et des lancettes pour contrôler leur glycémie. Et je vous rappelle aussi que dans certaines situations, il est nécessaire de confirmer une mesure de glycémie interstitielle par une glycémie capillaire, donc à l'aide d'une goutte de sang et avec les bandelettes et les lancettes. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Marlène qui va vous parler des pansements. Merci Colombe. Donc, comme vous le savez, on mène également des actions d'accompagnement auprès des établissements de santé. Et cette année, en 2025, on a deux thématiques prioritaires qui sont abordées. Donc, on a le transport et puis on a les pansements post-chirurgicaux sur plaies suturées. Et c'est donc sur cette thématique qu'on va se plonger aujourd'hui. L'idée la qualité des prescriptions hospitalières exécutées en ville et qui vont donc avoir un retentissement sur les ordonnances que vous allez recevoir au comptoir. Donc, les 4 messages clés qui sont abordés, c'est de privilégier pour les plaies suturées après intervention chirurgicale des pansements simples plutôt que des pansements complexes. On parle aussi des conditions de nettoyage de la plaie et des renouvellements de réfection de pansement. L'idée, c'est donc de veiller à une prescription précise et complète pour permettre une dispensation adaptée au comptoir. Et ça rentre aussi dans une démarche, bien sûr, de transition écologique et de lutte contre le gaspillage. Alors, les constats qui ont été faits, c'est que près de 10% des dispositifs médicaux et prestations remboursés en ville sont des pansements. Donc, c'est quand même une grosse partie. Et les pansements sont le deuxième poste de dépense de la liste des prestations et produits remboursables. Les remboursements, on s'est aperçu que bien sûr, ils progressent régulièrement en quantité et en montant depuis plusieurs années. Et comme on vous l'indiquait, pour des plaies de post-chirurgie, en première intention, ce sont des pansements simples et non complexes qui sont à intégrer sur la prescription.
Et on rappelle bien sûr que les pansements hydrocellulaires sont encore trop fréquemment prescrits et qui ne sont pas forcément indiqués en première intention. Donc, qui peut prescrire à l'heure actuelle des pansements post-chirurgicaux? Eh bien, les médecins et également les infirmiers diplômés d'État, bien sûr dans le respect des conditions figurant à la LPP. Et ce qui est important, c'est de voir ce qui doit réellement apparaître sur l'ordonnance pour faciliter la délivrance. Et on voit que ce qui est nécessaire à la prescription, c'est bien sûr le type, la taille et la localisation de la plaie. C'est aussi la classe du pansement. Il faut bien mentionner le nom de la classe. Ce qui est très important également, c'est les caractéristiques du pansement. Ça va être la taille, ça va être l'épaisseur, la nécessité ou pas du caractère adhésif, la transparence éventuelle du pansement. Enfin, la réfection du pansement, c'est-à-dire dans quel délai elle doit se faire et la fréquence du renouvellement du pansement. Et enfin, ce qui doit apparaître, c'est également la durée de traitement pour que vous puissiez du coup dispenser le nombre de boîtes nécessaires sans qu'il y ait de gaspillage et de surplus chez le patient. Et je passe la main à Karine. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la réponse à vos questions que vous avez déposées sur Amélie Pro. Donc, certaines questions reviennent fréquemment et nous avons pensé qu'il était intéressant de vous les partager puisqu'elles vous préoccupent régulièrement. Donc, la première question était, pouvez-vous me dire si les ordonnances numériques sont recevables en lieu et place des ordonnances à 4 volets habituelles pour les médicaments d'exception? Donc, oui, en effet, une ordonnance numérique est recevable en remplacement d'une ordonnance d'exception à 4 volets. Donc, la circulaire de l'assurance maladie 2024 qui est disponible sur amélie.fr précise bien que l'ordonnance numérique peut être utilisée pour la prescription des produits stupéfiants et pour la prescription des médicaments d'exception. Donc, dans ce cas, une mention en haut de l'ordonnance doit spécifier la nature de l'ordonnance. Donc, en l'occurrence, ordonnance sécurisée ou ordonnance d'exception. Et il peut arriver cependant que cette mention soit absente, car les éditeurs de logiciels de prescription des médecins sont en cours d'évolution pour intégrer les nouveaux cahiers des charges définis par la CNAM dans le cadre de la généralisation de l'ordonnance numérique. Donc, selon l'avancée des différents éditeurs, on peut avoir des disparités de présentation des ordonnances numériques. Donc, dans ce cas, en cas de doute, il est conseillé d'appeler le prescripteur pour voir si l'ordonnance numérique correspond bien à une ordonnance d'exception, de manière à vous orienter pour la facturation. La deuxième question est la suivante. Nous souhaiterions savoir quel est le nombre maximum de compléments nutritionnels oraux que nous pouvons facturer. Nous avons des ordonnances avec 5 compléments par jour. Alors sur ce point, il est vrai que la LPP n'est pas toujours très précise, mais nous vous rappelons que les conditions de prescription et de délivrance des CNO sont basées sur le respect des recommandations de la prise en charge de la dénutrition qui sont émises par la HAS. Donc il est ainsi recommandé d'avoir un apport de 400 à 1000 kilocalories et 30 à 80 grammes de protéines par jour, ce qui correspond à 1 à 3 CNO par jour. Donc, si vous êtes confronté à une prescription avec une posologie dépassant les 3 par jour, le prescripteur doit préciser la forme des CNO pour vous permettre de vérifier si les apports maximums sont respectés. Concernant les conditions de prescription et de délivrance, donc la première prescription doit se faire pour 1 mois maximum et la première délivrance pour 10 jours. À l'issue de ces 10 jours, après évaluation de l'observance du patient, vous pouvez compléter cette délivrance. Et ensuite, le prescripteur, après une réévaluation, peut faire une ordonnance de renouvellement pour 3 mois maximum. Donc, ces informations, vous pouvez les retrouver sur le mail Osmose qui vous a été envoyé fin juin.
Question 3. Nous avons une prescription dans le cadre d'un CPC de Versatis. Pouvons-nous délivrer? Sera-t-il pris en charge? Alors, tout d'abord, un petit rappel. Donc, certains médicaments font l'objet d'une pratique de prescription non conforme à l'AMM. Et face à cette situation, pour sécuriser cette pratique, l'ANSM met en œuvre un cadre de prescription compassionnelle qui nécessite un suivi des patients et un recueil des données qui est réalisé par les pharmacies à usage intérieur. Donc, pour revenir à la question, la prescription de Versatis au titre d'un CPC pour le traitement de au titre d'un CPC est bien prévue pour le traitement de la douleur neuropathique périphérique. La mention sur l'ordonnance prescription au titre d'un accès compassionnel en dehors du cadre d'une AMM indique que l'on se trouve bien dans ce cas. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, pour les CPC, la délivrance est non autorisée en ville. Elle doit donc se faire en PUI pour la prise en charge par l'assurance maladie. Et ceci pour des raisons de suivi de patients et de recueil des données. Donc, nous avons eu souvent des questions à ce sujet pour d'autres molécules. Donc, pour le protopique en pommade prescrit au titre du CPC dans le vitiligo, par exemple. Donc, c'est le même raisonnement. Et nous vous invitons dans ce cas de figure à orienter vos patients vers une PUI. Alors, il existe quelques exceptions lorsque les CPC sont anciens. Par exemple, le slénito prescrit au titre d'un CPC pour lequel la délivrance en ville est possible. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de l'ANSM à la rubrique Accès dérogatoire, ainsi que dans les tableaux référentiels du ministère de la Santé. Et nous vous avons mis sur la diapositive les liens qui vous permettent d'y accéder directement. Une dernière question concernant les PMA. Donc, pouvons-nous faire passer en tiers payant des prescriptions de PMA émanant de l'Espagne? Alors oui, c'est possible, car les prescriptions de médicaments ou de dispositifs médicaux qui émanent d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen sont reconnus en France. Cependant, ces produits de santé qui vont être prescrits pourront être délivrés et pris en charge par l'assurance maladie à la condition qu'ils soient autorisés à la vente et disponibles en France. Et attention en particulier au hors AMM, que la prescription soit écrite en français et que le patient ait bien des droits à jour. Et pour information, en France, la limite d'âge pour un parcours de PMA est de 43 ans. La question suivante porte sur les vaccins. Je passe de nouveau la main à Caroline. Oui, alors en effet, nous avons beaucoup de questions sur la vaccination méningo B et ACWY dans la population générale. Donc, on a répertorié ici les vaccins disponibles en fonction des valences méningo euh, et enfin, c'est issu du calendrier vaccinal, bien sûr. Et bon, l'idée, c'est pas de reprendre chaque ligne hein, ici, mais c'est juste de mettre en exergue qu'actuellement, nous sommes toujours dans l'attente du JO de prise en charge pour le rattrapage entre 12 et 24 mois chez les enfants pour le Niemann-Rix et le Menquat-Fi. Voilà. Donc, je repasse la parole à Colombe. Merci. Donc, on va finir avec une dernière question sur les règles de délivrance du Repata et du Praluent. Donc, la question était, pouvons-nous rappeler les règles? Donc, ces deux médicaments, ce sont des médicaments d'exception qui sont prescrits sur des ordonnances particulières. Donc, le prescripteur, il doit faire une demande d'autorisation préalable, ce qu'on appelle une DAP, et il le fait via un téléservice de l'assurance maladie. Alors pourquoi il doit faire ça? Parce que la prise en charge de ces médicaments, elle est soumise à l'avis du service médical. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments de seconde, voire de troisième intention et qui sont très coûteux. Donc vous, au comptoir, vous devez vérifier que sur cette ordonnance, vous avez bien l'avis favorable du service médical en bas de la prescription. Ou si ce n'est pas le cas, le patient doit vous amener un justificatif de la caisse, comme quoi il y a bien eu un accord de prise en charge. Et donc, il ne peut pas y avoir d'interchangeabilité entre ces deux médicaments.
Si un patient doit passer du Repatha au Praluent, le prescripteur doit refaire une demande d'autorisation préalable. Vous ne pouvez pas le substituer vous-même. Voilà, donc on en a fini pour les thématiques du jour. Je vais donc passer la main à Cédric pour passer en revue certaines questions que vous avez posées durant ce webinaire. Bonjour à tous et à toutes. En effet, on a toujours beaucoup de questions. Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été répondues, mais je tiens à vous rassurer, c'est-à-dire qu'en fait, nous y répondrons dans un second temps, hein, lors de l'envoi du webinaire. À chaque fois, on fait. On va en prendre quand même quelques-unes, et notamment sur les thématiques, hein. La première, c'est est-il obligatoire d'utiliser la carte vitale? Donc, je te laisse peut-être répondre, Colombe. Oui, donc l'utilisation de la carte vitale, comme je vous disais, elle doit être vraiment systématique dans le cadre de la lutte contre la fraude. Et donc, finalement, vous engagez votre responsabilité si vous n'utilisez pas cette carte vitale. Donc, dans le cas d'un contrôle, et si on se rend compte que le patient était un fraudeur et que vous n'avez pas utilisé cette carte vitale, eh bien, potentiellement, ça pourra vous être reproché. Voilà. Une autre, ça c'est sur les biosimilaires. Dans le cadre d'une ordonnance prescrite sous le nom d'un biosimilaire du Forsteo, dois-je délivrer de façon obligatoire le générique ou puis-je délivrer le biosimilaire mentionné? On y a déjà un peu répondu, je pense, mais c'est bien d'expliquer. Oui, je peux reclarifier. Donc, si vous avez une ordonnance, par exemple, de Forsteo, eh ben, vous devez donc substituer et délivrer le tériparatide Teva ou le tériparatide Biogarant, c'est-à-dire le générique, puisque c'est celui qui est le moins cher. Et en cas de refus du patient, à ce moment-là, vous appliquez le dispositif tiers payant contre générique. Merci Marlène. On est sur le valproate. Dans l'attestation d'information partagée pour la délivrance du valproate, on parle de stérilité définitive. Dans quel cas parlons-nous de stérilité définitive? Enfin, c'est quoi les cas de stérilité définitive? C'est si je comprends bien la question. Alors, la stérilité définitive, elle est définie par une intervention chirurgicale hein, qui amène la patiente à être stérile. Et aussi, on parle de stérilité définitive dans le cas de ménopause confirmée par le médecin. Et il y a aussi des cas particuliers, il y a certaines pathologies, comme notamment le syndrome de Turner, le génotype XY, qui sont des stérilités, considérées comme des stérilités définitives. Alors, c'est une thématique sur laquelle il y a eu beaucoup de questions. Donc, on n'a pas pu présenter toutes les thématiques sur ce webinaire. Par contre, on vous a mis à disposition à la fin du diaporama des tableaux récapitulatifs par molécule et par population. Ce sont des cas comptoirs, en fait, en fonction du patient que vous avez en face, de le classer dans une des catégories et savoir avec quel feuillet il est censé venir pour sa délivrance. Et autre information, c'est que vous, en tant que pharmacien, ça relève pas de votre responsabilité de savoir dans quelle catégorie il se situe. En fait, c'est le médecin qui juge si la patiente elle est en stérilité définitive ou pas. On a remis aussi des exemples de feuillets. Ben, les exemples de feuillets, donc là, on a pris un exemple pour le valproate, il me semble. Donc voilà. Donc on vous met à dispo ces tableaux. Je vais pas les détailler ici. On vous les met à dispo. Merci beaucoup, Caroline. Je suis en train de répondre en même temps en direct à d'autres questions. Enfin, on fait le maximum. Une autre question, la substitution par les hybrides est-elle obligatoire? Alors, je vais répondre. Non, à ce jour, la substitution par les hybrides est fortement recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, comme nous l'avons vu, en fait, elle présente plusieurs intérêts, en particulier la baisse du risque de rupture. Mais pour les pharmaciens, elle est aussi intéressante car elle est désormais inclue dans le calcul de la ROSP, bon usage des produits de santé. Merci. On a encore un peu de temps. Oui, encore un petit peu. Une autre. Pouvons-nous délivrer dans le cas d'une ordonnance de Beyfortus pour un nourrisson de 6 mois alors que la maman s'est faite vacciner pendant la grossesse par Abrivzo? Par Briscoe. Oui, Oui. bah, je vais répondre. Alors du coup, la double prévention, entre guillemets, vacciner la maman et injecter le Beyfortus chez le bébé, c'est pas recommandé.
C'est une stratégie. En fait, la patiente va décider conjointement avec son médecin ce qui est plus pertinent pour elle, enfin, pour la prévention du bébé. À savoir également aussi, autre information importante, c'est que si la maman elle est déjà vaccinée par Abrysvo pour une première grossesse et elle a ensuite une deuxième grossesse, on va pas pouvoir revacciner la maman par Abrysvo. Il faudra envisager plutôt le Beyfortus pour le bébé à la naissance. D'accord, c'est relatif, enfin, c'est clair, c'est pas simple toujours ça. Une autre aussi dans le même style, peut-être la délivrance de Beyfortus pour un enfant de 18 mois, donc son second hiver, qui fait des bronchiolites à répétition, est-elle prise en charge? Bah oui, du coup, suite au JO qui est paru cette semaine, aujourd'hui on le prend en charge, oui. D'accord, je regarde quand même le temps. Euh, Pourrons-nous vacciner contre la grippe ou le Covid après la date du 31 janvier 2026? Alors, je vais répondre. Donc, il est encore trop tôt pour donner une réponse, mais effectivement, on a vu dans les années précédentes que potentiellement la campagne de vaccination peut s'étaler un peu plus longtemps. Donc, voilà, on vous aurez une information plus tard, mais à date, je peux pas vous dire que ça ira plus loin. On a beaucoup de questions sur la vaccination. Je vois Prévenard. Il y a beaucoup d'autres. On y répondra. Vous inquiétez pas. Méningite. Une autre. Est-ce que l'acte de vaccination grippe est pris en charge dans le cadre d'une personne non éligible? Donc, non, hein, le vaccin, s'il n'est pas remboursé, donc ça veut dire que la personne, en fait, elle n'est pas éligible. Ça veut dire que l'acte de vaccination ne pourra pas être pris en charge par l'assurance maladie. C'est un peu dans le même style. J'ai répondu par écrit, donc je le reprécise en direct. On a eu une question de Monsieur David Thierry. Les aiguilles pour stylo et biseptine prescrites sur une ordonnance de Mounjaro, par exemple, sont-elles remboursables? La réponse est non. L'accessoire suit le principal. Si le médicament n'est pas pris en charge, automatiquement les aiguilles pour stylo, bah, également. Et normalement, en effet, ça devrait pas faire l'objet d'un remboursement. La biseptine, éventuellement, c'est un peu plus discutable parce que si c'est vraiment corrélé au Mounjaro, etc., bah, c'est normalement pas pris en charge. Mais vous le savez comme moi, enfin, la biseptine, ça peut être utilisé dans plein d'autres cas. On nous a aussi interrogé sur le vaccin garde d'asile. Est-ce que l'extension prévue pour les femmes jusqu'à 26 ans, comme chez l'homme, a lieu? À ma connaissance, en tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le JO, en tout cas, n'est pas paru. Ce sont toujours des recommandations actuelles, mais ils n'ont pas été validés, transformés. Enfin, l'essai n'a pas été transformé par une modification du géo. Donc, on est toujours normalement dans ces prises en charge d'avant. On sait que c'est pas simple hein, au comptoir, mais c'est bien ce qui est prévu. Je pense j'en ai encore d'autres. Je cherche. Euh, oui, une autre. Comment fait-on pour écouler notre stock de Freestyle 2 puisque la fin de facturation a eu lieu en juin et vis-à-vis du 2+, enfin, comment ça se passe pour Donc, ces capteurs? comme je vous disais tout à l'heure, pour délivrer les freestyles 2+, il faut bien que ça soit écrit 2+ sur l'ordonnance. Par contre, si vous avez encore des freestyle 2 et que vous avez une ordonnance où il est écrit capteur freestyle 2+, vous pouvez écouler votre stock de freestyle 2. Étant donné que le freestyle 2 est moins cher que le 2+, vous pouvez écouler votre stock comme ça. Voilà. Bientôt, de toute façon, il n'y aura plus de Freestyle 2, donc la chose sera réglée, hein. Si dans quelques mois, il n'y a pas plus, bon ben, vous pourrez donner les 2+, sachant qu'il n'y aura plus de 2 surtout. Je te laisse conclure, Colombe, parce qu'on a atteint la fin, Oui, je tout à pense. fait. Eh ben, écoutez, il me reste juste à vous dire que donc vous pouvez retrouver le livret L'essentiel de la réglementation à l'officine sur amélie.fr pharmacien. Il y a la nouvelle version qui va arriver très prochainement. Donc dessus, vous retrouvez beaucoup d'informations et ça a été mis à jour avec les nouvelles actualités. Je vous rappelle que pour nous contacter, vous pouvez passer par la messagerie Amélie Pro en cliquant bien sur Contacter le service médical ou alors par téléphone au 3608. Comme je vous l'ai dit en tout début de webinaire, vous pouvez retrouver ce webinaire qui a été enregistré sur la chaîne YouTube de la Direction régionale du service médical Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une belle journée. Merci à tous. Au revoir.